Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Stack Overflow est sur le point de disparaître, en tout cas l'ensemble des métriques qui le constituent, le nombre de visiteurs, le nombre de questions posées sur la plateforme, le nombre de nouveaux inscrits, toutes ces métriques sont en baisse. Puis que des modèles linguistiques sont capables aujourd'hui de nous répondre à des questions et répondre également à des questions de code, il semble que le service que propose Stack Overflow ne soit plus aussi pertinent. Alors certains nous diront que Stack Overflow est en effet aussi en train de réagir et de s'adapter à ces changements, et je pense que c'est le cas, notamment avec la sortie récente de Overflow.ai. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à pourquoi est-ce que, en réalité, le service que propose aujourd'hui Stack Overflow semble complètement dépassé et qu'on va probablement voir la fin de Stack Overflow et que dans 10 ou 15 ans, Stack Overflow, ou en tout cas le forum tel qu'il est constitué aujourd'hui, paraîtra venir complètement du Moyen-Âge. Il a également été dit que le fait que justement ces stats soient en baisse de Stack Overflow montre que les LLM sont en train de consommer leurs propres données, donc de supprimer la donnée qui est si vitale pour eux pour pouvoir continuer à progresser. Parce qu'en réalité, la donnée, c'est un peu ce que le pétrole est à l'énergie pour les modèles de langage. Et supprimer la donnée source qui se permet leur apprentissage semble être terrifiant d'un premier abord, enfin en tout cas d'un point de vue recherche pour pouvoir faire progresser les modèles et faire en sorte qu'ils continuent d'être à jour. Alors dans cette vidéo, on va voir deux points essentiels qui sont le premier cas, c'est pourquoi est-ce qu'il y a de grandes chances qu'on continue à observer une baisse sur l'utilisation de Stack Overflow, et surtout en deuxième point, c'est pourquoi est-ce que cela n'est peut-être pas un problème pour les modèles de langage d'après l'évolution technologique qu'on observe dans la recherche et les différentes méthodes, et surtout par rapport au service qui est proposé par les modèles de langage qui, on va le voir, peuvent aller bien au-delà de ce que Stack Overflow aujourd'hui propose. Dans un premier temps, on peut déjà se repencher sur ces statistiques qui nous montrent que Stack Overflow est en déclin. Un premier déclin est déjà observable à partir de la période où a été mis en ligne par GitHub Copilot. Copilot, c'est un assistant mis en ligne directement par GitHub qui permet d'obtenir des réponses directement dans notre IDE, par exemple comme VS Code, pour autant compléter intelligemment notre code, quitte à carrément pouvoir poser des questions dans notre IDE. Ce qui s'ensuit au début 2023, un deuxième déclin massif lors de la mise en ligne de ChatGPT. C'est le cas pour le nombre de questions posées sur la plateforme, mais encore plus net lorsque l'on regarde le nombre de nouveaux utilisateurs s'inscrivant sur la plateforme. La raison pour laquelle on observe ce déclin, c'est réellement parce que ChatGPT a proposé une alternative, et aujourd'hui tous les modèles de langage proposent cette alternative à des forums tels que Stack Overflow pour pouvoir obtenir de la réponse. C'est également une alternative, même plus globalement si on y réfléchit, même à Google dans certains cas, dans le cas où on voudrait poser des questions sur un sujet. Les LLM proposent une alternative pour pouvoir interagir avec un agent sur lequel on puisse lui poser la question de base, mais aussi pouvoir continuer l'interaction après la question, et ça c'est un réel service. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que forcément certaines personnes ont pris du temps en termes d'habitude pour pouvoir faire le passage vers ChatGPT, certains ne l'ont pas fait du tout. Si on se focalise sur les développeurs qui utilisaient Stack Overflow, forcément les seniors qui ont déjà de l'habitude de coder, qui codent depuis de nombreuses années, vont avoir leur habitude, ou vont aussi potentiellement poser moins de questions simples. Donc généralement, ils utilisent peut-être moins Stack Overflow de manière aussi intensive que des développeurs débutants. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la nouvelle génération qui arrive, donc des développeurs plus débutants, va avoir tendance à se tourner vers les modèles de langage. On peut se dire que les modèles de langage vont continuer à s'améliorer, tout comme les développeurs vont continuer, ces nouveaux développeurs juniors vont continuer à progresser avec les modèles de langage, si bien que cette nouvelle génération de développeurs n'aura pas besoin d'aller sur Stack Overflow, ou en tout cas, forcément, il pourrait avoir des limites, et c'est maintenant là qu'il faut s'intéresser à ces limites, quelles sont les limites des modèles de langage. Mais en tout cas, mettons, si on fait l'hypothèse que ces modèles de langage continuent à progresser, il est envisageable que l'utilisation de forums tels que Stack Overflow diminue drastiquement au fur et à mesure des années, jusqu'à potentiellement atteindre un seuil où il resterait très peu de questions que les modèles de langage ne pourraient pas répondre. Alors bien sûr, il serait un peu illusoire de se dire que les modèles de langage vont réussir d'un seul coup à pouvoir répondre à l'ensemble de nos questions. Et je pense qu'il est intéressant de s'intéresser spécifiquement à quel type de questions pourrait poser problème à ces modèles de langage. Spécifiquement, j'en observe trois principales qui pourraient être un problème.
Le premier, c'est la mise à jour des modèles. C'est aujourd'hui qu'ils ont été entraînés à un instant T et que dès lors qu'ils ont été entraînés à un instant T, ils pourraient manquer de connaissances sur les dernières mises à jour, les dernières sorties, les dernières librairies. Alors, on sait que ces modèles peuvent utiliser un contexte, on va en reparler, mais l'idée ici, c'est que forcément, si leur apprentissage a été réalisé il y a 2 ou 3 ans ou simplement il y a quelques mois et qu'on fait référence à quelque chose qui vient de sortir il y a 2 semaines, forcément, le modèle pourrait avoir des difficultés à nous aider. Donc, il y a ce premier point. Le deuxième point, c'est le côté itératif d'une réponse. Dans certains cas, une réponse n'est pas simplement un seul paragraphe à donner à une question. Des fois, une réponse demande un travail itératif, que ce soit dans la conversation avec la personne qui pose la question ou que ce soit dans l'investigation du problème pour pouvoir apporter une réponse. Et donc là, on peut avoir une limite également de ce côté-là. Et le troisième point, c'est tout simplement sur la complexité de la question. Certaines questions sont peut-être tout simplement trop complexes pour être répondues, même peut-être par un humain. Et dans ce cas-là, forcément, il y aurait des limites inhérentes pour pouvoir répondre à ce type de questions. Pour observer la progression qu'on peut espérer avoir sur ces modèles de langage, la première chose qu'on peut regarder, c'est ce que j'appelle la connaissance fondamentale. La connaissance fondamentale, c'est ce qui fait référence à cette notion de penser par premier principe ou first principle thinking en anglais. D'ailleurs, c'est l'approche que prend généralement Elon Musk lorsqu'il résout des problèmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est reconnu justement pour utiliser la pensée des premiers principes, first principle thinking, dans l'ensemble de ses entreprises. Et c'est aussi pour cette raison qu'il arrive à disrupter les domaines parce qu'il essaye à chaque fois, pour un certain domaine donné, de reprendre la base des connaissances qui permettent de comprendre ce domaine, de regarder cette base de connaissances. Et c'est seulement en s'intéressant à cette base de connaissances qu'il va essayer de regarder quels sont les différents éléments qu'il pourrait changer pour pouvoir réussir à disrupter le marché. Et cette approche-là, c'est une approche qui d'ailleurs a été également étudiée depuis longtemps par des philosophes. En philosophie, par exemple, Platon a initié cette idée du monde des idées ou du monde des formes, qui est l'idée selon laquelle on pourrait simplement s'intéresser et penser des objets, non pas seulement par l'objet en lui-même, mais plus que chaque objet aurait en réalité une émanation d'idées et que c'est ces idées-là qui le caractériseraient. Et aujourd'hui, en fait, si on applique ça au modèle de langage, ce que ça veut dire, c'est que ces modèles, on pourrait avoir la même approche, c'est-à-dire se poser la question de quelles sont les connaissances fondamentales qu'ils doivent comprendre sur la réalité. Et le fait de pouvoir leur inculquer les connaissances fondamentales qu'ils doivent apprendre sur la réalité ferait que s'ils apprennent ces connaissances fondamentales, ils seraient dès lors capables de pouvoir plus facilement comprendre de nouveaux concepts. Et plus particulièrement, dans le cas qui nous intéresse, ils seraient capables de potentiellement avoir été entraînés sur un ensemble de données fondamentales et d'être capables ainsi, parce qu'ils connaissent la base des choses, la base des mécanismes, de pouvoir très très rapidement pouvoir comprendre de nouveaux mécanismes. C'est par exemple le cas si on imagine qu'une nouvelle librairie viendrait de sortir. Certes, cette nouvelle librairie viendrait avec sa propre API, ses propres fonctions, ses propres notions, mais il y a de grandes chances que cette API reste finalement une API similaire à d'autres API et qu'elle suive certaines conventions. Ces conventions-là reposent sur d'autres conventions et en réalité, ce qu'on veut apprendre au modèle de langage, c'est les conventions universelles qui permettent ensuite de pouvoir construire l'ensemble et de comprendre l'ensemble de la connaissance humaine. Et en fait, il se trouve que la connaissance aujourd'hui de ces modèles de langage suit, la stratégie en tout cas d'acquisition de connaissances suit un peu ce paradigme. C'est-à-dire que les entreprises qui entraînent ces modèles de langage, certes, elles utilisent bien entendu des données mises à jour, mais elles font très attention à la qualité de ces données. Et donc, notamment, ces modèles vont être soumis à des textes d'école, des essais, vont être soumis à l'ensemble de textes qui ont été présélectionnés comme étant des textes extrêmement importants à pouvoir comprendre pour pouvoir comprendre la réalité qui sous-tend le monde. Et donc, cette approche-là, elle nous montre qu'en réalité, même si un modèle n'aurait pas été mis à jour sur un contexte donné, il pourrait potentiellement, simplement en lui donnant du coup l'information en contexte, directement faire la relation entre sa connaissance fondatrice, ces nouvelles informations qui sont dans son contexte et grâce à ça pouvoir nous apporter des réponses même s'il n'a pas été entraîné au début sur ces données. Pour aller encore plus loin, il faut se rappeler que ces modèles de langage peuvent également utiliser ce qu'on appelle des fonctions, dans le sens où ils sont capables de pouvoir, c'est ce qu'on appelle généralement des agents, lorsqu'ils commencent à utiliser ces fonctions, ils vont être capables de pouvoir travailler de manière itérative pour aller chercher du contexte au lieu de simplement prendre un contexte en entrée. Et le fait de pouvoir chercher du contexte, dans ce cas-là, c'est intéressant. Ce que ça veut dire, c'est que pour pouvoir répondre à une question, et ça boucle justement sur cette problématique de pouvoir apporter une réponse de manière itérative, c'est-à-dire qu'il y a une itération d'étapes à franchir avant de pouvoir apporter la réponse. Ici, le modèle pourrait
reconnaître le fait qu'il n'a pas forcément la réponse dans sa base de données, ou en tout cas qu'il n'a pas été soumis pendant son entraînement à la réponse qui permettrait de répondre à la question. Et il pourrait ainsi décider, au lieu de simplement répondre, d'utiliser une fonction ou un ensemble de fonctions qui lui permettrait de naviguer sur Internet, d'aller chercher l'information qui est nécessaire pour pouvoir répondre sur un forum par exemple, ou sur le nouveau site ou la nouvelle librairie qui est sortie sur lequel on souhaite une réponse, naviguer lui-même dans la librairie, lire même le code source, se créer un contexte intéressant et seulement une fois qu'il s'est créé lui-même son contexte, pouvoir nous apporter cette réponse. Et en fait, quand on imagine ça, on peut réellement imaginer des nouveaux types de services dans lesquels les créateurs d'une librairie, d'un SDK, d'un capteur, de tout type de matériel qui demanderait à des développeurs d'interagir avec leur système, on peut imaginer que ces développeurs pourraient s'assurer que les modèles de langage vont pouvoir correctement s'interfacer avec leur API. On peut imaginer que l'interfaçage se ferait non pas seulement par le web, mais qu'en fait, ils pourraient directement designer des API qui permettraient à des modèles de langage d'interagir avec leur base de connaissances pour que ces modèles de langage puissent ensuite pouvoir répondre correctement aux utilisateurs. Donc en fait, on aurait en fait un intermédiaire qui serait des LLM. Et en fait, les développeurs qui mettent à disposition à d'autres développeurs du coup leur code source pourraient s'assurer que les LLM vont correctement pouvoir accéder à la donnée qui pourront aider leurs utilisateurs finaux. Et ici d'ailleurs, c'est là où on voit un point intéressant, c'est que les LLM en soi pourraient en réalité en fait être l'entre-deux, c'est-à-dire les développeurs pourraient se rendre compte à travers le LLM de quelles sont les problématiques que rencontrent leurs utilisateurs. Donc on pourrait avoir des systèmes où les utilisateurs posent des questions et où le LLM en fait finalement va informer via pareil une API qui a été mise en place, va informer les utilisateurs de la librairie de quel type de questions posent leurs utilisateurs afin de pouvoir avoir un travail collaboratif indirect entre les personnes qui proposent des solutions et les personnes qui utilisent ces solutions et qui aimeraient avoir des réponses sur l'utilisation de cette solution. Ce type de service, il est aujourd'hui également proposé par Stack Overflow, ou en tout cas ça va un peu dans cette direction, dans le type de service qu'ils proposent avec Overflow.ai, qui est un nouveau service qui vient de sortir. Par contre, il y a un point important ici à considérer, c'est que stratégiquement, Stack Overflow avait un avantage majeur qui était qu'ils avaient la base de données. Aujourd'hui, la base de données a été complètement ingurgitée, la connaissance de cette base de données a été ingurgitée dans ces modèles de langage. Et cette connaissance, elle est accessible et utilisable par tous les développeurs, par tous les porteurs de projets. Stack Overflow aujourd'hui vient de perdre un avantage stratégique majeur, c'est qu'ils vont pouvoir utiliser certes leur réputation pour pouvoir proposer un produit, mais ils ont perdu un avantage qui est la donnée, qui est ingurgitée dans la connaissance de ces modèles. Et cette connaissance, elle peut être utilisée donc par des porteurs de projets, par des développeurs. On le voit aujourd'hui avec des projets tels que MetaGPT, GPT Engineers, Agent GPT. C'est tout un type de projets qui vont justement dans une nouvelle direction qui n'est plus simplement répondre aux questions, apporter des réponses, mais qui est exécuter une tâche. Donc on passe en fait d'un nouveau paradigme où on posait des questions à un paradigme où on donne des instructions. Et au passage où on obtient des réponses en même temps qu'on a posé des instructions. Et ça, c'est une vraie création de valeur qui, par exemple, n'est pas totalement présente dans Overflow.ai. Et c'est là où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les autres services qui vont pouvoir se créer autour de ces modèles de langage et la connaissance qui a été ingurgitée pourraient aller bien plus rapidement et pourraient complètement redesigner la manière dont on utilise les modèles de langage et surtout nous montrer qu'il y a peu de chances que dans une dizaine d'années, on continue de simplement poser des questions sur un forum parce que les types d'interactions qu'on pourra avoir avec ce type de modèle sera complètement différente et aura bien plus de valeur que ce qu'on pouvait simplement obtenir en posant une question sur un forum. Maintenant, je vais répondre à ce dernier point qui est qu'est-ce qui se passe si les modèles de langage n'ont plus de données mises à jour sur les forums pour pouvoir continuer à progresser. Il y a bien entendu déjà tous les mécanismes que je viens de parler, mais il y en a un dernier qui est, je pense, potentiellement le plus important et qui sera aussi le plus impactant des prochaines années. Ce qu'on a observé sur les modèles de langage, c'est qu'ils se sont transformés en des modèles de langage vers des agents linguistiques. Donc c'était des modèles, ça devenait des agents. Pourquoi des agents? Parce qu'ils ne font pas simplement qu'exécuter une réponse, ils sont aussi capables de pouvoir utiliser des fonctions, de changer leur environnement et de changer leur contexte et en fonction de leur contexte, décider de la prochaine action à prendre.
et ils sont capables de faire ça de manière itérative. Ça a été fait par de la programmation en changeant le comportement et l'utilisation qu'on avait de ces modèles. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans la recherche, on voit maintenant des benchmarks qui sont réalisés pour pouvoir mesurer la performance de ces agents. Ces benchmarks-là n'existaient pas complètement avant et la raison étant qu'on n'avait pas forcément prévu que le contexte soit aussi bon qu'on puisse l'utiliser en transformant ces modèles linguistiques en des agents linguistiques. Et donc le fait qu'on transforme ces modèles en des agents, ça va faire qu'on va pouvoir reposer sur l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement, si on parle particulièrement par exemple de DeepMind, c'est AlphaStar pour StarCraft. Donc c'est battre les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui sur StarCraft en utilisant l'apprentissage par renforcement. C'est AlphaGo qui également a pu battre des joueurs par l'apprentissage par renforcement. C'est un ensemble, c'est une dizaine d'années de recherche en apprentissage par renforcement qui est, au jour où on est en train de parler aujourd'hui, ces modèles sont en train d'être entraînés sur des toutes nouvelles méthodes d'apprentissage pour pouvoir apprendre d'eux-mêmes sur des données publiques sur Internet sans qu'il y ait besoin forcément d'une supervision telle qu'on l'a connue sur les modèles de langage ces dernières années. Et pour imaginer un peu à quoi pourrait ressembler cette supervision, même si ici je fais des pronostics, on pourrait très bien imaginer des modèles, des agents déployés dans des Docker. Donc des Docker qui sont, on va dire, des machines virtuelles, donc des ordinateurs virtuels dans lesquels des intelligences artificielles pourraient évoluer. Et on pourrait très bien imaginer que ces agents dans ces environnements, dans ces Docker virtuels, auraient à chaque fois une tâche à réaliser. Par exemple, dans cet environnement, je veux que tu sois capable d'installer telle librairie. Dans cet environnement, je veux que tu sois capable de développer tel projet. Et on pourrait avoir des agents qui évoluent grâce à l'apprentissage par renforcement, vont pouvoir faire des erreurs, tester de nouvelles hypothèses et trouver de meilleures solutions pour réussir des projets. Et ça, aujourd'hui, on est vraiment dans un cas où parce qu'on est passé de modèles à des agents, on peut les connecter maintenant en renforcement et connecter toute la littérature qui a été développée sur le sujet ces 10 dernières années. Et ça, cette approche-là, pour pouvoir acquérir de la connaissance, ce sera potentiellement une approche bien plus intéressante et qui pourrait permettre à ces modèles-là d'apprendre bien plus sur le monde dans lequel ils évoluent, c'est-à-dire ces machines virtuelles, que s'ils avaient simplement lu des questions-réponses sur un forum. Dans le futur, ces intelligences artificielles n'auront plus besoin de Stack Overflow car les réponses, elles pourront les expérimenter et les trouver d'elles-mêmes ou reposer sur leurs connaissances fondamentales pour pouvoir nous apporter des réponses, mais comme on l'a vu dans cette vidéo, bien plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous dis à la prochaine.